Parfois, l'histoire a des manières assez incroyables de refaire surface. Aujourd'hui, on va se pencher sur la vie d'un géant de la Renaissance française, Joachim du Bellay, mais à travers une découverte archéologique toute récente et absolument fascinante. Et tout part d'un vrai mystère. On est en 2022, en plein chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, des archéologues tombent sur un sarcophage en plomb. Forcément, grosse découverte. À l'intérieur, un squelette. Mais qui était cette personne? Qui a eu le privilège d'être inhumée dans un lieu aussi sacré? C'est le début d'une véritable enquête à travers les siècles. Les scientifiques se mettent au travail et les ossements commencent à parler. Et ce qu'ils racontent est incroyable. D'abord, on a affaire à un cavalier, et pas un débutant, vu la déformation caractéristique de ses os. Ensuite, il a souffert d'une maladie chronique, sûrement une méningite tuberculeuse. Il est mort jeune, vers 37 ans. Et, détail crucial, il a eu droit à une sépulture d'honneur au cœur même de Notre-Dame. Alors on cherche qui pourrait bien cocher toutes ces cases. Et là, un nom sort du lot très très vite, celui du poète Joachim du Bellay. Et tout colle, c'est ça qui est fou. L'âge, la maladie, le fait qu'on sait qu'il était un excellent cavalier, tout concorde. Cette découverte, c'est une occasion en or de redécouvrir l'homme qui se cache derrière ce grand nom de la littérature française. Pour vraiment comprendre du Bellay, il faut se plonger dans son exil. Un voyage qui devait être une apothéose et qui s'est finalement transformé en une source de profonde tristesse, mais aussi en sa plus grande inspiration. En 1553, il part pour Rome avec son cousin, qui est cardinal. Il est plein d'espoir et s'imagine la grandeur de l'Antiquité, les ruines majestueuses, bref, l'inspiration à chaque coin de rue. Sauf que la réalité est beaucoup moins glamour. Il se retrouve englué dans les intrigues de la cour du pape, les tâches administratives, et il s'ennuie terriblement. Rome est une immense déception. Et c'est de cette déception que vont naître ses vers les plus célèbres. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. On a tous appris ça à l'école. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un éloge du voyage. C'est un cri du cœur, une déclaration d'amour à sa terre natale, son Anjou, qui lui manque désespérément. Le truc, c'est que son chef-d'œuvre est né du mal du pays, pas de l'émerveillement. Dans son recueil qui porte bien son nom, Les Regrets, il n'arrête pas d'opposer la froideur et l'artifice des palais de Rome à la douceur de son petit village et de l'ardoise fine de sa région. C'est ce contraste qui dit tout de son état d'esprit. Mais du Bellay, ce n'était pas juste un poète mélancolique. C'était avant tout un combattant, un vrai révolutionnaire. Sa bataille, la langue française. Et ses armes, c'étaient les mots. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La langue sérieuse, la langue du savoir, de l'Église, du pouvoir, c'était le latin. Point. Le français, c'était vu comme une langue un peu populaire, pas assez noble. Eh bien, du Bellay et ses amis vont se lancer dans un combat fou. Prouver que le français peut être aussi riche, aussi beau, aussi puissant que le latin ou le grec ancien. Et pour mener ce combat, il ne va pas être seul, bien sûr. Avec son grand ami Pierre de Ronsard, il fonde un groupe de poètes. Au début, ils s'appellent la Brigade, ça sonne très commando. Et puis, ils deviendront la fameuse Pléiade. Leur mission, c'était simple, créer des chefs-d'œuvre en français pour montrer à tout le monde ce que cette langue avait dans le ventre. Et en 1549, du Bellay va poser la première pierre de cette révolution avec un livre majeur. Attention, ce n'est pas un recueil de poèmes, c'est un véritable manifeste. Un texte de combat politique et littéraire. Dedans, il appelle les poètes à oser, à inventer, à enrichir la langue française pour la rendre illustre. C'est un vrai appel aux armes pour toute sa génération d'écrivains. Bon, on a vu le poète, le théoricien, mais derrière tout ça, il y avait un homme. Un homme avec ses blessures, son humour, ses passions. Allons voir la facette un peu plus intime de Joachim du Bellay. 31, c'est l'âge où un drame le frappe. À seulement 31 ans, Joachim du Bellay devient sourd. C'est très probablement une conséquence de cette fameuse méningite tuberculeuse qui finira par le tuer quelques années plus tard. Pour un poète, pour qui la musique des mots, le rythme c'est essentiel, c'est une épreuve absolument terrible. Il écrit lui-même qu'il a perdu le plaisir qui provient d'une douce harmonie. On sent toute la douleur de cet isolement du monde des sons. Mais, et c'est là qu'on voit le caractère du bonhomme, il ne se laisse pas abattre. Avec un esprit et un humour incroyables, il va écrire un hymne à la surdité. Et dedans, il trouve des avantages à sa situation. Il écrit, avec beaucoup d'ironie, qu'être sourd, c'est aussi être protégé de tous les bruits désagréables, comme un faux accord ou une mauvaise voix. C'est génial, non ? Et cette sensibilité, on la retrouve aussi dans son amour pour les animaux. Il était tellement attaché à son chat, un chartreux nommé Bello, qu'à sa mort, il lui a écrit un poème magnifique, une épitaphe. Il le pleure comme on pleurait un ami cher. Ça nous montre un côté vraiment tendre et touchant du personnage. Alors au final,
Comment tous ces aspects, le poète exilé, le défenseur du français, l'homme malade mais plein d'esprit, s'assemblent pour former son héritage aujourd'hui. Quand on regarde cette chronologie, on voit bien ce destin fulgurant. C'est une vie courte, 37 ans, mais d'une densité incroyable. Il a complètement changé la face de la littérature française. Et ce qui est fascinant, c'est cette boucle temporelle. Presque 500 ans après sa mort, la science nous ramène à lui, là, au cœur de Paris. Et donc, on boucle la boucle. On revient à notre mystère du début. L'enquête semble résolue. Tous les indices concordent de manière assez troublante. L'homme du sarcophage de Notre-Dame, c'est, avec une quasi-certitude, Joachim du Bellay. La science et l'histoire se sont donné la main pour mettre un nom sur ses os. Mais au fond, cette découverte, elle nous pousse à nous poser une dernière question. Le corps d'un poète, ses os, est-ce que c'est vraiment ça son essence? Ou est-ce que sa véritable immortalité, son véritable héritage, ne se trouve pas ailleurs? Dans les vers qu'on continue de réciter et dans cette magnifique langue française qu'il a tant aimée et défendue. C'est peut-être là, finalement, que du Bellay est le plus vivant.